Salut, moi c'est Rémi et aujourd'hui pour le premier épisode de Trop Humain, je reçois Florian Beau, fondateur de Resnack, qui va nous parler de son parcours passionnant et bourré de rebondissements. Je le reçois dans les locaux de Business Web Agence à Dijon. Allez, on s'installe. Bonjour Florian, Bonjour Rémi, bienvenue parmi nous. merci. Merci de participer à cette première émission. On est dans les locaux de Business Web Agence à Dijon Ok. et on va s'intéresser à votre parcours, donc à Resnack. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs? Je m'appelle Florian Beau, j'ai 24 ans et j'ai cofondé un groupe Resnack qui développe, produit et commercialise des gourmandises saines à Dijon. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené à créer cette entreprise à 22 ans? L'ennui à l'école, c'est la première réponse. On s'ennuyait beaucoup à l'école et donc on cherchait. J'ai toujours eu envie en fait de monter une entreprise, de gérer des équipes et d'avoir une mission. Et c'est en 2022 qu'on trouve cette mission avec une approche un peu différente de ce qui est devenu la société aujourd'hui, mais surtout une volonté de pouvoir créer quelque chose qui apporte de la valeur et de voler de ses propres ailes. Alors tu parles d'approches différentes, alors c'est intéressant. Pour l'anecdote, vous avez donc commencé par acheter une machine japonaise. Ouais, Est-ce c'est que ça. tu peux me raconter un petit peu cette histoire de vos débuts? Ouais, c'est ça. Alors l'histoire du début, elle est simple. C'est que moi j'avais fait des choses avant et je me renseignais beaucoup sur ce qui existait en Chine ou au Japon. Et c'est en 2022 que je découvre des machines automatiques à barbe à papa, qui sont des distributeurs, des gros distributeurs. Et c'est des machines qui à l'époque valaient un peu d'argent, c'était 15 000 euros la machine. Et je me suis dit, ça installé dans des centres commerciaux, ça peut être un carton complet. Et donc je décide de prendre toutes les économies que j'avais de côté, de les réunir et de commander cette première machine japonaise. Et donc, dès les premiers week-ends d'installation, ça a été une folie. C'était à Besançon d'ailleurs à l'école, et j'étais Mhm. encore à l'école de commerce. On installe cette machine avec la volonté de se dire, bon, on va en poser une, deux, puis trois, et puis dans 5 ans, on en a 300. Et ça a bien fonctionné. On était même en passe de signer un partenariat d'exclusivité avec la foncière Noud, qui est la Ok. foncière de chez Auchan. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que ces machines ne fonctionnait pas. On avait beaucoup de SAV, des remplacements de pièces, des cartes mères, des pompes, etc. Enfin, il y avait beaucoup de problématiques sur ces machines. C'était les premières machines. Et pour la petite histoire, on était les premiers en France à importer ces machines et à les exploiter dans les centres commerciaux. Donc, c'était pas rien. Et en fait, très rapidement, on se rend compte que ça va pas le faire. Des dettes qui sont accumulées. Et problème de fiabilité du coup du matériel qui Exactement. vous endette Ouais, finalement. Et, exactement. euh, et donc c'est le début de l'aventure. C'est le début de l'aventure. En fait, on se dit qu'on va quand même essayer de faire fonctionner ces machines, parce on avait dépensé quand même un peu d'argent Un à petit l'époque, investissement un petit effectivement. investissement. Et on se dit, bon, on va réparer ces machines, ça va fonctionner, etc. Et donc les premiers week-ends, effectivement, comme je disais, c'était un carton. Ça fonctionnait très très bien dans les centres commerciaux, parce que c'était de la nouveauté, etc. Et très rapidement, il a fallu les réparer. Donc on a fini endetté parce qu'on avait pris un petit prêt pour racheter ces machines. Et en fait, rapidement, on se rend compte que elles sont inutilisables, donc on s'endette. Les banques nous rappellent parce qu'on n'arrive plus à exploiter ces machines, donc ne plus rentrer de chiffre d'affaires. Et donc c'est le début un peu pas dire d'une descente aux enfers, mais presque avec Vanessa, puisqu'on était étudiants. Mhm. On gagnait rien, on n'avait pas de salaire, et il fallait rembourser un prêt qu'on nous devait sur une machine qui ne fonctionnait pas. Alors il y a une vraie histoire derrière tout ça justement, mais avant d'aller plus loin, est-ce que tu pourrais en dire plus à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent sur qu'est-ce que c'est Resnack, qu'est-ce que c'est Nuage? Alors, Resnack, aujourd'hui, c'est devenu, par la force des choses et par les pivots qu'on a fait en 3 ans, c'est devenu un groupe qui produit et commercialise des gourmandises saines à travers une innovation centrale qui est Sucra, qui est un substitut au sucre qu'on a développé, qui est une réelle innovation en fait dans le substitut du sucre. On connaît la stevia, on connaît Mhm. l'aspartame, qui sont des substituts qui sont pas bons pour la santé. Nous, Ok. on a fait le pari d'essayer de redévelopper un substitut plus naturel. Et c'est avec ce substitut qu'on développe des marques. Et donc, notamment, l'une des premières marques qu'on commence à connaître, c'est Nuage, une marque de barbe à papa sans sucre en sachet, prête à consommer. Ok. Alors maintenant qu'on sait un peu de quoi on parle, on va revenir sur cette anecdote de départ parce que c'est vraiment structurant dans votre parcours. Qu'est-ce qui vous a donné le courage à toi et Vanessa après pas cet échec, mais on va dire
cet irritant de dette, etc., à aller plus loin, à continuer et à transformer cet échec quelque part en victoire et en vraie entreprise derrière? Eh bien, en fait, on n'avait pas le choix. Ça, c'est la vraie réponse. C'est-à-dire qu'on était étudiant, on avait des dettes, donc il a fallu trouver des solutions pour remplacer ces dettes. On a même failli être, euh, être estampillé en rouge en Banque de France. Donc, Ok. c'était vraiment compliqué. Pas de salaire, donc il a fallu trouver des solutions. Et la solution, on s'est sauvé par l'événementiel. D'ailleurs, qui est une branche de notre activité qui existe toujours aujourd'hui. L'idée, c'était d'utiliser la barbe à papa comme outil de communication pour les marques. On devenait prestataire événementiel assez insolite. On se déplaçait dans les entreprises avec un stand pour faire des barbes à papa personnalisées. Donc, on a su mettre un logo comestible. Mhm. On a travaillé tout de suite avec des grandes enseignes parce qu'on allait chercher les responsables événementiels marketing des grands groupes. Donc, on a travaillé avec LVMH, Deezer, Meta, Porsche Ok. sur de l'événementiel. Donc, on déplaçait avec un stand et on vendait la prestation pour venir distribuer des barbes papa personnalisées. Et c'est ça qui nous a sauvés, puisque en l'espace de 6 mois, on fait 50 000 euros de chiffre d'affaires, je crois. Ça nous a permis de rembourser nos dettes et de commencer à continuer à voir l'avenir. Et c'est comme ça qu'on a pu commencer à rembourser les dettes de la machine avec des offres événementielles qui se sont ajoutées, notamment la partie goodies, donc des sachets de barbe à papa, même personnalisés aux Ok. couleurs de la marque. Donc là, on a vraiment un vrai pivot. Vous avez cet échec. Enfin, je dis le mot échec, mais parce que c'est vraiment, ça a été Ça l'est, ouais. un moment clé quelque part. Après, vous allez faire de l'événementiel, comme Mm, tu dis, en concession automobile, par mm. exemple. Tu as des petites anecdotes peut-être de ces moments-là ou... Ouais, exactement. Moi, c'est marrant parce que les deux premières animations, on vivait avec Vanessa dans notre appartement étudiant à Besançon. Et notre première prestation, c'était au Teasing Club, donc une boîte de nuit à Besançon que Ok. certains reconnaîtront, je pense, où on avait fait une prestation de barbe à papa de minuit à 4 heures du matin. Donc on avait acheté un petit stand, on fait des barbes à papa en boîte de nuit, et il était 4 heures, donc on part. Et à 7 heures, donc quelques heures plus tard, on avait une prestation pour 2 jours au DS Automobile de Besançon. Donc on est arrivé assez frais, hein, parce qu'on sortait d'une nuit blanche où on faisait une Forcément. prestation. Et donc il a fallu faire les changements de stand. Et c'était assez épique comme moment, parce qu'il n'y avait que Vanessa et moi pour faire ces prestations. Donc on a dû se débrouiller et passer une nuit blanche pour pouvoir faire la prestation. Mais on était hyper contents à cette époque de pouvoir montrer que ça C'est marchait, et on forcément. était contents d'avoir des clients. Et c'était ça aussi le début d'une société. Euh, À l'époque, vous êtes encore sur de la barbe à papa classique. Exactement, à l'époque, on est encore sur de la barbe à papa classique. La seule chose qu'on faisait, c'est qu'on utilisait du sucre bio. On allait en direct, on l'achetait le sucre en direct d'une sucrière qui est dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est la seule chose un peu différenciante qu'on faisait, mais c'était effectivement du sucre raffiné, bio, mais c'était encore du sucre classique à Ok. l'époque. Et est-ce qu'à ce moment-là, ou à quel moment précis, vous avez senti tous les deux, avec Vanessa, que ça prenait de l'ampleur et qu'il y avait une vraie trajectoire? Là, vous visez potentiellement le 7 millions d'euros de CA. Mm. Est-ce que vous le sentiez déjà à ce moment-là, Non, cette énergie? on ne le sentait pas du tout parce qu'on a eu un autre pivot plus tardif qui nous a fait penser qu'on pouvait devenir la société qu'on est aujourd'hui. Mais à cette époque-là, on ne l'a pas encore parce qu'on n'était que sur de l'événementiel. Et par contre, ça commençait à fonctionner en événementiel. Mais ça fonctionnait comme une société qui peut faire à son prime 300, 400 000 Ok. euros de chiffre d'affaires, mais avec des marges qui sont très correctes Qui sont corrects. et qui permettent de vivre. Mais par contre, on n'était pas dans cette ambition de devenir un groupe national, puis européen. Mais c'est plutôt plus tard, quand on a eu un Ok. deuxième pivot, où là, on s'est dit, OK, il y a quelque chose à jouer. Aller chercher, ouais. Ok. Pourquoi avoir choisi de réinventer par rapport à ce deuxième pivot que tu commences à évoquer, de réinventer un produit vintage, régressif, comme la barbe à papa? Vous êtes vraiment resté dessus, même si il y avait eu ce premier problème. Mm. Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté sur le produit en lui-même? On est resté sur le produit parce que il n'était pas valorisé. C'était un produit si on en parle à des grands-parents, personnes âgées qui ont 80, 90 ans, ils connaissent le produit. On en parle à des enfants qui ont 5, 6 ans, ils connaissent le produit. Donc c'est un produit que tout le monde connaît et que jamais personne n'a retravaillé. C'est le Tintin de l'agroalimentaire, quoi. C'est un peu ça, c'est-à-dire on a voulu utiliser un produit qui était hyper régressif et essayer de le remettre à nos codes d'aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ce qui a plu aux grands groupes, hein. Moi,
j'ai souvenir, et ça avance sur le reste de l'histoire, mais j'ai souvenir d'une responsable marketing chez LVMH qui dit mais c'est génial ce que vous faites, d'un grand groupe de luxe quand même, qui me dit c'est génial ce que vous faites, vous utilisez un produit d'antan pour le remettre au goût du jour et utiliser pour de la communication. En fait, on a essayé de rallier le monde, le monde de la régressivité, où on a tous des souvenirs d'une barbe à papa en fête foraine, mais qui est rose, qui est bleue, qui colle au doigt. Mhm. On avait envie de supprimer toutes ces choses qu'on connaissait de la barbe à papa et qu'on consommait peut-être une fois par an, voire une fois tous les 2 ans, à quelque chose de plus moderne et un moment de consommation gourmand à soi. Et on l'a eu fait via le B2B, via l'événementiel. Et là, on est sur la partie entreprise. Après, il y a vous deux. Comment vous avez géré toutes ces étapes-là, tous les deux, euh, cette croissance, ces difficultés? Encore une fois, à cette époque-là, j'ai envie de dire, c'était plutôt facile parce qu'il y avait pas il y avait pas les enjeux qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Quand je parle de compliqué, c'est-à-dire quand on est en couple à deux, c'est une aventure humaine à deux où les problèmes sont là le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, entre guillemets, les problèmes sont là tout le temps. Donc, il faut réussir à concilier les deux. Moi, je ne crois pas vraiment à ce qu'on arrive à mettre une barrière vie pro, vie perso. En tout cas, dans notre cas, on n'a jamais réussi, on n'y arrivera jamais, je pense. C'est même une hérésie, je pense, pour que les personnes qui entreprennent en couple. Oui. Je pense qu'il y a, hormis quand on a des enfants, mais c'est compliqué en fait de départager une vie perso du pro. Mais on y arrive et c'est aussi en même temps une force parce qu'en fait, ça permet de cranter beaucoup plus rapidement. Enfin, nous, on s'en est rendu compte, c'est-à-dire que on peut se réveiller en plein milieu de la nuit, avoir une idée, et notre associé est à côté. Ça tombe bien. Ça tombe bien, ça permet d'avancer parfois un peu plus rapidement, d'avoir des idées et de partager toutes les idées, tous les problèmes à un instant T. Et c'est ce qui nous a aussi permis d'avancer beaucoup plus vite. Et vous mettez des fois d'accord pour dire on parle pas du tout boulot pendant une demi-heure? Ouais, non, mais heureusement qu'on le fait quand même de temps en temps. C'est-à-dire qu'on a des périodes où là, cet été, on a pris une semaine. Ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas pris une semaine Ok. de vacances. Voilà, pendant une semaine, on se dit, il n'y a pas de boulot, on prend les téléphones, on les met sur le côté. Mais c'est pas facile parce qu'en fait, il y a le retour du bâton au retour. Mais en même temps, bon, voilà, on a fait notre passion, notre métier. Bien C'est-à-dire sûr. que nous, quand on s'est rencontrés avec Vanessa, les premières choses qu'on s'est racontées, c'est ses rêves de pouvoir monter une entreprise, de gérer des équipes, de devenir leader, d'essayer d'inculquer des nouvelles valeurs dans cette société professionnelle qui est parfois encodée dans les choses du passé. Donc c'était vraiment une volonté de pouvoir essayer de faire bouger les lignes, déjà à titre personnel pour faire de quelque chose notre avenir, et ensuite de pouvoir inculquer des valeurs un peu différentes, en tout cas une façon de travailler qui est un peu différente. Donc maintenant, on revient sur un peu le parcours de Resnac. Donc on a évoqué les difficultés du départ, l'animation, l'événementiel. Et ensuite, tu as commencé à aller le chercher dans ce que tu as évoqué, mais la partie marketing, la partie pivot sur donner une valeur au produit, donner une image au produit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, sans trahir de secret, sur comment vous faites ce pivot-là, sur la valorisation marketing, quelque part, de votre produit fini? En fait, il y a deux mini pivots dans ce qu'on vient d'évoquer. Le premier, ça a été effectivement cet enjeu marketing où on était prestataire pour les marques. Nous, on n'était pas une entreprise au départ de marque produit. L'idée, c'était de mettre en valeur nos clients. Vous êtes en marque blanche sur le produit. On est en marque blanche sur les événements et l'idée, c'est de trouver une manière de communiquer un peu différente. Aujourd'hui, on a une masse marketing qui fait qu'on voit souvent les mêmes choses, on voit souvent les mêmes prestataires, on voit souvent les mêmes petits fours dans les événements. Et en fait, ces marques-là en ont un peu marre. Ils font à peu près 300 événements par an. C'est toujours la même chose. Et donc, nous, on apportait une connexion marketing un peu différente avec le client, où on venait à la fois chercher ses rêves d'enfance, la tradition avec la barbe à papa, le produit, et en même temps véhiculer une image de modernité avec l'appui de la marque, peu importe l'événement qu'on fait, que ce soit Porsche, LVMH, et c'est ça qui fonctionne, c'est-à-dire qu'on arrive avec un produit un peu différent, traditionnel, qui est remis au goût du jour. Ça, c'est le premier pivot qui a permis déjà à nous de nous développer et à nos clients de trouver un véhicule de communication différent.
Et ensuite, le deuxième pivot, il est sur le substitut, comment remplacer ce sucre. Et ça c'est un souvenir assez dingue. On a une responsable marketing d'un grand groupe de luxe qui nous dit, bon, on va travailler ensemble. Par contre, le sucre, ça rentre pas dans nos chartes Ok. RSE. Nous, Par rapport au sourcing, du coup? exactement, Ok. par rapport au sourcing, on dit nous, c'est du sucre raffiné. On veut pas s'associer à une image sucrée, grasse, etc. Et c'était un gros contrat pour nous, parce que c'était plusieurs événements qui étaient signés d'un Ok. coup. Et donc cette responsable nous dit, en rigolant, à la fin d'un rendez-vous à Paris, faites une barbe à papa sans sucre et revenez nous voir, on travaillera ensemble. Donc on part d'une grosse contrainte et derrière vous devez processer ça pour en faire une opportunité, trouver. Exactement. Bah, nous, on l'a pris pour une blague au début, et en fait, on ressort du rendez-vous, on dit, mais c'est pas possible, on va pas perdre le deal parce qu'elle nous demande de faire une barbe à Ouais. papa sans sucre. Et en fait, la blague de fin de rendez-vous est devenue réalité. On a cherché si ça existait. On allait chercher si la barbe à papa sans sucre ça existait en Chine, aux États-Unis, au Canada. Enfin, on a retourné le monde pour essayer de trouver un substitut qui permettrait de faire de la barbe à papa. Et en fait, on n'a jamais trouvé. Et certainement par une grande naïveté, on s'est dit, bon, on va la développer. Et donc, on a contacté, en tapant sur Internet, bureau d'études en développement agroalimentaire, tout bêtement. Et on tombe sur le premier résultat qui est Sinov, un cabinet à Paris, dont d'ailleurs la fondatrice est dijonnaise. Ok. Et on l'appelle en disant, bah, nous, on veut faire une barbe à papa sans sucre. Et donc, c'est elle qui répond, en plus, cette chance. Et elle me dit, mais vous êtes drôle, mais une barbe à papa sans sucre, c'est-à-dire. Et on lui dit, bah, on veut développer un truc qui pourrait remplacer le sucre. Et c'est là qu'elle nous dit, mais en fait, vous essayez de développer un substitut au sucre. Hmm. On dit, ouais, exactement, allez, on y va, c'est parti. Elle m'a dit, mais vous savez que ça fait 25 ans que les industries agroalimentaires essaient de développer un substitut qui est différent de la stevia ou de l'aspartame en quelque chose de naturel. Enfin, vous allez dans le mur, c'est impossible. Parce que pour expliquer un peu, pour les personnes qui ne savent pas comment est fait une barbe à papa, peut-être le sucre, c'est l'ingrédient en fait. C'est qu'il n'y a que du sucre. Voilà, C'est-à-dire que vous mettez du sucre dans une machine, et en fait, à contact de la chaleur, le sucre va se filer. Et donc, on rattrape avec un bâton, et c'est ce qui donne la barbe à papa. Donc, le seul ingrédient de la barbe à papa, c'est c'est du le sucre. sucre. Il n'y a que ça. Et donc on va venir tout à l'heure un petit peu sur ce développement du substitut que tu évoques. On va rester par contre sur la stratégie pour le moment de vente et de diffusion. Aujourd'hui, vous avez plusieurs canaux pour vendre vos produits. Comment c'est arbitré? Est-ce que tu sais me dire à peu près en proportion Oui, bien sûr. Bah, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça a beaucoup bougé entre l'année dernière et cette année. L'année dernière, on faisait encore 60%, voire 70% de notre chiffre en événementiel. Donc sur les conditions que j'évoquais, avec des offres événementielles pour les entreprises en B2B et marque blanche, avec la marque La Fabrique à Nuages, d'ailleurs, qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est complètement différent. On fait 85% de notre chiffre d'affaires en grande distribution, donc, ou GSS, enfin en tout cas donc le GSS, c'est les magasins spécialisés, Ok. par exemple King Jouet, Columbus, etc. C'est du magasin spécialisé. Et de la GMS, la grande et moyenne surface, qui sont les supermarchés qu'on connaît. Donc ça, c'est 85% de notre chiffre aujourd'hui. On fait 10% de notre chiffre en événementiel. Alors non pas qu'on a complètement arrêté l'événementiel, on a cette année entre 22 et 23% de croissance sur Ok. l'événementiel par rapport à l'année dernière, mais simplement que la grande distribution et Vous nos avez volumes explosé cette ont partie-là, complètement quoi. explosé. Donc, et on fait 5% de notre chiffre en e-commerce, donc en ligne, disponible Ok. pour les clients. Et donc ce chiffre d'affaires que tu évoques, dans les chiffres que j'ai trouvés, vous investissez aujourd'hui 50% de votre chiffre d'affaires en R&D. Oui. Pourquoi ce choix? En fait, on n'a pas le choix. Dans l'industrie agroalimentaire, c'est innove ou tu meurs, en fait. C'est presque Ok. ça. C'est-à-dire que on n'a pas le choix que de mettre de l'argent en R&D pour redévelopper des produits ou pour redévelopper des machines industrielles. Dans notre cas, l'année dernière, c'était 50% de nos dépenses en R&D sur de la partie recettage. Donc, c'est-à-dire Ok. qu'on va élaborer des nouveaux produits, on va adapter les recettes actuelles. Voilà, c'était plutôt ça. Cette année, c'est un peu différent. C'est plutôt pour passer à l'échelle. Aujourd'hui, on a 50% de nos dépenses qui sont sur plutôt de la R&D industrielle. Industrialisation de la fabrication, Exactement, qui était industrialisation. un peu artisanale entre guillemets jusqu'à maintenant peut-être. Exactement. Jusqu'à maintenant, on était en modèle artisanal. On est passé en semi-industriel artisanal. Et là, on est en passe d'ici 2027 d'industrialiser 100% de nos process avec notamment des machines spéciales
Parce que pour la petite anecdote, il n'existe pas de machine industrielle, de ligne de production de barbe à papa dans le monde. C'est-à-dire Ok, que tout est fait à la main, même les Charms ou Fizzy, qui sont on va dire, les deux gros fabricants de barbe à papa dans le monde, eux produisent à la main dans des pays comme la Pologne, des pays de l'Est, ok, qui coûtent moins cher en production, mais tout est fait à la main. Donc on est les premiers à vouloir industrialiser complètement le process de la fabrication de produits barbe à papa. ok. Euh, on va venir maintenant sur ce fameux substitut de sucre. Vous travaillez aujourd'hui avec AgroSub Dijon sur le développement, ou vous avez travaillé, On vous a avez travaillé, ouais. développé avec eux. Est-ce que c'était, enfin, quelle part de prise de risque ça a pu représenter de trouver un partenaire qui peut ne pas, enfin, quelle image a AgroSub Dijon, voilà, comment vous avez approché ce partenaire? On a approché ce partenaire parce que on venait d'être étudiant il n'y a pas si longtemps. Et en fait, on sait qu'il y a des travails de groupe qui sont souvent faits dans les écoles, connectés à de vraies entreprises avec de vrais enjeux. Et on s'est dit que, étant jeune et voilà, avec la volonté de faire travailler la jeunesse sur nos innovations, on a d'abord travaillé avec un bureau d'études. Et ensuite, on s'est dit, bah, pourquoi pas mobiliser les étudiants d'AgroSup Dijon sur notre problématique en leur apportant des éléments. Alors, ils ont pas eu tout le cahier des charges parce qu'évidemment, ça trahirait l'un de nos plus gros secrets Bien industriels. sûr. Mais on les a fait travailler sur une mission un peu connexe sur l'itération de notre recette. Et effectivement, on a un groupe de 6 étudiants qui a collaboré avec Sinov, donc le bureau d'études, sur le développement du substitut au sucre permettant le développement de nos produits. Ok. Donc quand même, on a quand même un petit ancrage régional dans une partie du développement du produit. Exactement, nous c'était la volonté, c'est-à-dire qu'on s'est implanté, on a créé la société à Besançon initialement, s'est réimplanté à Dijon pour ces enjeux liés à l'agroalimentaire de la région. Il y avait une facilité aussi, on avait beaucoup de clientèle à Paris, donc c'était beaucoup plus facile de faire les trajets Dijon-Paris ou Dijon-Lyon. Et donc déjà par géographie et puis par envie de pouvoir participer à cet écosystème agroalimentaire qui est mûr depuis plusieurs années à Dijon. Et donc, on parle donc d'un substitut au sucre. Le sucre, c'est dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aliments aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres projets innovants qui associent cet ingrédient dans les tuyaux pour les mois à venir? C'est tout l'idée et je reviens sur effectivement l'utilisation du sucre. Le sucre, c'est une maladie mondiale, hein, on s'en rend pas compte, mais on a une personne sur 5 qui sera atteinte de diabète d'ici 2030. C'est énorme. Alors on se rend pas trop compte, on parle de diabète, c'est un peu la maladie que nos grands-parents Mhm. ont de temps en temps, etc. Mais le diabète, ça tue beaucoup plus que la drogue, l'alcool. C'est une maladie qui se répand. On a un Français sur 10 qui est en surpoids. Et c'est notamment lié à la consommation du sucre. Le sucre, c'est vraiment une hérésie pour tout le monde, que ce soit aux US, en Europe ou même en Chine. C'est-à-dire qu'il y a il y a beaucoup de consommation de sucre parce qu'il est présent dans tous nos Dans la aliments. plupart des produits transformés, on a du Ex- sucre. Ouais. Exactement. Et même dans les plats, les plats qu'on pourrait faire à la maison, on ne se rend pas compte. En fait, c'est bourré de sucre. Et donc, c'est aussi cette volonté de pouvoir participer à cette un peu révolution agroalimentaire dans laquelle on pourrait retrouver une alimentation plus saine, plus équilibrée. Et donc, ça passe par la confiserie, parce qu'on a tous un moment dans la journée, dans la semaine, où on veut se faire plaisir. On se Un fait plaisir, mais de façon saine. Ouais, ça réunit Exactement, les nous deux. c'est l'idée, c'était de continuer de se faire plaisir parce qu'on sort des produits qui sont gourmands et j'invite tous ceux qui n'ont encore pas testé à le tester parce que on a envie d'y retourner, c'est réellement gourmand, bon. Et donc nous, l'enjeu c'est de pouvoir utiliser ce substitut non pas pour le vendre en tant que tel parce qu'on pourrait faire des sucrètes pour le café, on Mhm. pourrait vendre le sucre en 1 kilo au magasin, mais on n'a pas voulu ça, on a plutôt voulu redévelopper un monde où la confiserie était plus saine, meilleure pour la santé, toujours aussi gourmande. Et notre fer de lance, c'est la gourmandise. Et effectivement, on a cet atout qui est ce substitut qui nous permet d'avoir un côté sucrant, mais pas d'impact. Alors, depuis tout à l'heure, on évoque une croissance continue. Euh, vous avez créé l'entreprise avec Vanessa. Euh, Comment est-ce que vous organisez vos équipes dans cette évolution? Comment ça se passe entre 2022 et aujourd'hui? Eh bien, en fait, on a un peu sectorisé. Aujourd'hui, on a des business units ou des secteurs d'activité comme l'événementiel, la grande distribution
et le e-commerce. Donc déjà, on a déployé des équipes sur chacun de ces business units, notamment sur l'événementiel. Et sur la GMS maintenant, parce qu'aujourd'hui, 60 voire 70% de l'équipe est connectée en direct à la grande distribution, puisque ça représente quand même plus de 80% de notre chiffre. Donc effectivement, nous, au départ, c'était d'aller chercher d'aller chercher des personnes motivées, parce que quand on monte une société, il ne faut pas se le cacher, on ne va pas chercher des compétences, parce que les compétences, elles coûtent très cher. Donc au début, on va chercher des gens motivés, qui ont envie de participer à cette aventure, c'est de faire cette petite révolution, ou en tout cas d'avoir l'ambition d'en faire, D'en faire faire une partie, révolution. ouais. Et d'avoir envie d'en faire partie. Et c'est ce qui est le cas. Aujourd'hui, on a une équipe qui est à fond, qui est hyper motivée, qui est derrière nous. Et aujourd'hui, on leur rend parce qu'ils sont à nos côtés. Ils vont grandir avec nous, ils vont continuer de grandir avec nous. Et c'est aussi le pari d'être entré au départ pour pouvoir en Bien profiter sûr. plus tard. Et on commence là, cette année, à recruter des compétences pour la Ok. première fois. Donc là, on va chercher des salaires un peu plus importants, mais aussi des compétences plus importantes qui nous permettront de cranter. Donc on a constitué un board aujourd'hui, on a donc un codir. Enfin, voilà, on a une structuration qui est en train de se mettre en place, Pour accompagner ce développement. pour accompagner le développement. Aujourd'hui, on a un point de bascule où on est obligé de faire ces choses-là. Donc, on est obligé de commencer à mettre des directeurs, commencer à installer progressivement des top managers, etc. Mais c'est un apprentissage qui est long. C'est-à-dire que nous, on est parti de rien, Bien quoi, sûr. voire moins que rien, même, je dirais. Et aujourd'hui, on s'entoure de personnes qui peuvent nous apporter des conseils de structuration et de pilotage parce qu'on doit le faire. Est-ce que tu saurais identifier dans les recrutements que vous avez faits des recrutements qui ont été clés, qui ont été vraiment des leviers en fait dans cet accompagnement à la croissance? En fait, les deux premières personnes qu'on recrute, c'est les plus importants dans le sens où celles qui sont le plus motivées. Donc aujourd'hui, elles sont toujours là, elles sont alternantes encore. C'est Ilona qui aujourd'hui gère 100% de la partie événementielle, Ok. c'est-à-dire que c'est elle qui gère tout. Et on a Amélie qui est rentrée aussi au début, qui aujourd'hui gère le e-commerce, donc toute la partie en ligne, qui était sur la communication au début, Ok. qui est sur le e-commerce aujourd'hui. Elles ont été clés dans le sens où elles nous ont permis de nous rendre compte qu'on n'était pas seul dans l'aventure et qu'on servait, on servait une cause et on servait une mission dans laquelle elles s'étaient inscrites. Et donc, ça nous a permis de se dire qu'on n'était pas tout seul et d'avancer. Maintenant, il y a effectivement des recrutements qui sont clés dans le sens business. Genre, on a notamment des consultants qui nous accompagnent et qui ont intégré le board aujourd'hui, qui nous ont permis de cranter beaucoup plus rapidement et d'accéder à des marchés pour lesquels ils nous ont pas forcément aidés, mais pour lesquels ils nous ont permis d'accéder à l'opérationnel et on va dire à l'excellence de services qu'on peut apporter auprès de nos clients. Et quelle était l'urgence qu'a provoqué les recrutements au départ? Le trop de tout, trop d'informations, je vais pas dire trop de clients, mais en tout cas, on a reçu une vague, et c'est le deuxième pivot à octobre de l'année dernière, où à partir de ce moment-là, on s'est dit, mais en fait, si on continue tout seul, mais il va falloir réduire et l'activité et les clients. Et on reste une boîte à taille humaine et on fait tant de chiffres par an avec tant de marge, on reste rentable, mais petite société, où on décide d'avoir l'ambition un jour devenir un groupe qui a une ambition nationale, internationale, voire Mhm. mondiale, parce qu'aujourd'hui c'est l'ambition. Mais par contre, à ce moment-là, il faut réorganiser, il faut trouver des gens pour nous aider, parce que ça ne se fait pas tout seul, quitte à venir impacter directement le chiffre d'affaires et la marge, parce que c'est ce qui se passe au C'est début. ça. Il y a un trou. Et justement, par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure, vous êtes un couple, vous êtes fondateur. C'était facile de déléguer? Non, ah non, c'est pas facile. C'est même très très compliqué les premiers mois parce qu'en fait, on passe d'une période où on a tout fait à deux, de 7h à minuit tous les jours, où là, on doit réaménager les plannings, c'est-à-dire qu'on doit déjà se retirer du temps sur le travail qu'on doit faire pour organiser les équipes, organiser les plannings. Donc on a ce sentiment de frustration un peu de se dire, en fait, on recrute quelqu'un, mais j'ai l'impression de travailler plus. Mhm. Donc ça dure 2 mois.
Passé 2 mois, on doit faire confiance. Donc, c'est-à-dire qu'on doit commencer à déléguer de la partie clientèle, de la partie opérationnelle, en se disant, bon, je ne sais pas si ça sera bien fait, mais on n'a pas le choix, il faut le faire. Et perdre de la visibilité complètement, parce que quand c'était l'un ou Exactement. l'autre qui faisait, vous vous en parliez, et là, c'est plus aussi direct au niveau de la transmission. Exactement. Donc, il y a déjà cette première étape de confiance qu'il faut avoir, qui est inaliénable au premier recrutement. Et ensuite, il y a l'organisation qui vient, de toujours essayer de garder une visibilité claire sur ce que font nos équipes, pourquoi elles le font, quelle motivation elles gardent, et nous, quel temps on arrive à se dégager avec ces équipes. Mais les deux premières recrues, c'est effectivement les plus compliquées. Et puis aujourd'hui, bon, ça se passe bien. On a des process de recrutement qui s'affinent au fur et à Ok, mesure. Le dernier n'a pas eu le même process de recrutement que le premier, forcément. que le troisième, et on grandit avec ça. Ok, super intéressant. On va revenir au produit au développement. Comment vous avez réussi à entrer en GMS en seulement 3 ans? C'est assez dingue et c'est le dernier pivot qu'on a fait, qui a eu lieu l'année dernière, où nous, on était prestataire événementiel, on commençait à gagner un peu d'argent, gagner des clients, etc. Et c'est encore un de nos clients qui, l'année dernière, donc une responsable marketing dans un grand concessionnaire automobile, qui nous dit, mais moi j'ai des clients qui reviennent pour reprendre vos goodies. Donc les sachets qu'on a fait personnalisés pour la marque. Moi j'ai des clients qui reviennent en concession juste pour prendre vos produits. Vous Ok. devriez monter une marque et commencer à distribuer nos Vous avez produits. créé une tendance, quoi. Bah, en fait, le format du sachet plus le barbe à papa en sachet, on savait que c'était la fabrique à nuages, parce que c'était l'ancienne marque. Et on a cette cliente qui nous dit, mais montez votre produit. On se dit, bon, je sais pas trop, avec Vanessa, on fait pas du B2C, on fait du B2B. Bon, on tente un truc. Vanessa passe une soirée à développer un packaging qui est quasiment celui qu'on utilise aujourd'hui, en une soirée. Et puis on décide de se monter un site internet en se Ok. disant on va essayer de faire un petit e-commerce, on va mettre les produits dessus. Si ça marche, on continue. Si ça marche pas, on arrête tout, on reste sur l'événementiel. Et on commence à mettre nos produits en ligne début 2024, donc il y a un peu plus d'1 an. Et en fait, on voit que les gens commencent à acheter. On fait pas de pub, pas d'ads, pas de rien, parce qu'on n'y connaissait rien. On a mis un site et puis on faisait Mhm. 2 stories sur Instagram pour dire acheter. Et les gens commencent à acheter. On dit bon, pourquoi pas. On faisait une centaine d'euros par mois. Donc c'était déjà fou sur le site pour nous, sans pub. Et puis on a cette cliente qui dit, mais vous savez, je connais un salon qui a lieu tous les 2 ans à Paris, qui est le SIAL, qui est le Salon international de l'innovation alimentaire. Vous devriez prendre un stand et y aller. Et nous, on se dit, bon, un stand, c'est 5000 euros quand même pour 4 mètres carrés. Un gros C'est un investissement. gros Prise de investissement. risque aussi. Pourquoi on irait Pourquoi on irait et cette cliente force un peu, elle nous dit, franchement, allez-y, c'est dingue. Donc, on avait la barre à papa sans sucre à cette À cette époque-là, époque-là. puisqu'on venait de finir la R&D. On avait commencé les premières productions. On commençait à produire des goodies pour nos clients sans sucre, etc. Et on faisait Nuage, donc la marque de barre à papa sans sucre. Et on décide d'aller au Cial en octobre 2024. Et notre vie a changé à tout jamais à partir de cette date, puisqu'on arrive sur le Cial avec un kéké mono sous le bras, quelques produits de carton. Il y avait Euh, un beau stand où c'était, comme tu ah dis, à non, non, mais l'arrache, c'était à vraiment, l'arrache, c'était. hein. Ok, On y ok, est allé à l'arrache complet. On est arrivé, on a mis 3 produits sur le stand. On n'avait même pas de goodies pour donner ok. aux clients. Enfin, c'était une catastrophe. Et on arrive sur le Cial et quelques heures plus tard, on apprend que Nuage a été primé parmi les innovations mondiales de l'année de 2024. Donc on est complètement. Vous le voyez passer, le jury, ou c'est En comme ça, fait, c'est quelques fait? semaines à l'avance, ils ont envoyé un mail. Bonjour, candidaté au Ciel Innovation. Ok. Donc, il fallait mettre 3-4 infos sur le produit. Moi, je l'ai fait un peu en automatisme. J'ai pris le mail, j'ai rempli le truc. Puis je me suis dit, de toute façon, on va pas gagner. Donc on va y aller comme ça. Et puis, c'est pas grave. Et en fait, arrivé sur le Ciel, on a été primé par l'innovation mondiale de l'année sur l'épicerie sucrée en 2024. Et donc, forcément, on a pris une vague de personnes qui sont arrivées. Mhm. On a tous les distributeurs qui sont arrivés un par un, Leclerc, Carrefour, Intermarché, ils sont tous venus sur notre stand en disant moi je veux tester, moi je vais essayer, moi je vais essayer dans mon magasin, etc. C'est tendance. Et on a d'autres clients qui sont arrivés, comme Columbus, les équipes de Columbus qui sont arrivées, on a les équipes de qui sont venues nous voir en disant on cherche un produit sucré pour réinventer les anniversaires, c'est génial. Donc en fait, à partir de ce moment-là, de octobre à décembre, il se passe un truc assez spécial chez nous où on rentre de ce salon en disant
Bah, Qu'est-ce en qui se fait, passe? qu'est-ce qui se passe? On est en train de changer de modèle, en Ouais. fait. On n'est plus. Alors, soit on décide de rester en événementiel parce qu'on se décide de ne pas se compliquer la vie et on reste comme ça. Soit on se dit on rentre en grande distribution, mais il est probable que ça avance très très vite au vu de Et, ce qui vient de se passer. et comment vous faites ce choix aussi un petit peu stratégique de dire on garde le produit? Alors, c'est une question vraiment intéressante parce qu'en plus, on a été approché au ciel par de J- grands acteurs. J'imagine que quand vient, il vient pas forcément acheter que le produit, il vient peut-être acheter Ouais, aussi la recette derrière. exactement. Bah, J'ai lu ça, mais c'est surtout la recette qui a été ouais, intégrée. Moi, j'ai le souvenir d'une chef de produit qui nous contacte peu après le ciel, avec qui j'avais échangé, mais elle ne m'avait pas donné son prénom. Chef de produit de chez Lint. Ça fait quelques années qu'il cherche à développer une tablette de chocolat sans sucre. ok. Et il nous avait dit, nous, on va vous acheter la recette. Donc, faites partir déjà 6 ou 7 camions de votre matière première, on vous l'achète. Et puis, si ça marche, on passe à 15 camions, puis à 50, C'est parti puis quoi. on fait que ça. Mm. Et on a fait le choix de refuser parce qu'on n'est pas fabricant de poudre. On n'a jamais voulu être fabricant de poudre ou de substituts. Et donc on s'est dit non, on va le garder pour nous et on va développer des produits. Et on a été approché aussi par un grand fonds d'investissement dont je tairai le nom qui nous a dit mais moi ça m'intéresse. À quel prix on rachète ça. Donc on a fait aussi le choix à ce moment-là de se dire on n'a C'est pas entre guillemets galéré autant de temps pour qu'à 20 ans on prenne un chèque et puis on ne sache pas quoi en faire c'est parce ça. qu'en fait on Mm. a 20 ans et on n'a pas fait ça pour ça. Et donc on a tout refusé, on s'est dit ok, eh ben, on va prendre l'ambition et les rêves qu'on avait dans la poche, on va les mettre, on va se les mettre à fond et on va se développer des produits avec notre substitut, on va pivoter en groupe, enfin en marque consommateur. On était en marque B2B où C'est ça. on voyait Mm. jamais la marque. Où là, dès à présent, ben, on met nuage au cœur des activités, au cœur de la scène, et on essaie de devenir une marque produit. Et donc c'est à ce moment-là qu'on commence à référencer. Donc il y a eu 2 mois de flottement où on a dû se poser les questions. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Si on y va comme on le fait, changer nos méthodes de production parce que si on s'attaque à la grande distribution, C'est mm. c'est plus faire 500 goodies dans son salon. Donc C'est vraiment un vrai changement d'échelle pour le coup là. c'est un changement Ouais. d'échelle. Il faut prendre des bureaux, il faut prendre un entrepôt, il faut savoir gérer des palettes, savoir comment tracer les produits, mettre des DDM. C'est Mm. quoi une DDM? Enfin, il y a eu pendant 2 mois 100 000 sujets à traiter pour un fabricant, parce qu'en plus on a cette volonté de fabriquer, donc on est devenu fabricant. Il faut savoir qu'il y a des fabricants et des distributeurs. Mm. J'ai appris plus tard j'ai compris pourquoi il y avait 2 métiers et qu'il y avait bien des fabricants qui faisaient que de fabriquer et des distributeurs qui faisaient que de distribuer. Nous, on a mis deux problèmes ensemble. On s'est dit on va fabriquer et distribuer, ce qui aujourd'hui est une force, mais il y a eu des complications. Mais effectivement, on référence le premier magasin de la grande distribution le 12 décembre 2024, donc il y a moins d'un an. Moins d'un an, ouais. Mm. Et c'était le Carrefour de la Toison d'Or qui nous a dit mais allez, mettez vos produits. On dit mais non, mais la grande distribution va nous bouffer, c'est pas possible. On dit allez, faites-nous un prix, on acceptera, peu Mm. importe. Et on leur fait un prix. À l'époque, ils gagnaient pas grand-chose, honnêtement, sur le magasin, mais ça leur faisait plaisir d'aider une boîte. Et nous, c'était le grand bain, quoi. Ça fait un vrai test. Ça fait un vrai test. Ouais. Et je les remercierai toujours. C'est Gauthier, l'ancien directeur du Carrefour, qui nous a fait confiance et qui a implanté le produit. Et le responsable PGC, qui est Didier, qui est toujours à la Toison, qui nous a fait confiance et qui aujourd'hui passe pas loin d'une palette par mois Ok. à la Toison, avec des prix et des marges qui sont meilleurs aujourd'hui. Et en fait, s'en est suivi un peu une aventure. On est allé chercher magasin par magasin, donc c'est ce qu'on appelle du référencement en direct. Donc on est allé en 6 mois, donc de décembre à mars-avril de cette année, on est allé voir 100 magasins en direct. Il faut savoir que c'est beaucoup. En Oui. l'espace de 6 mois, on ne se Faut, rend pas compte. faut souligner que dans ce que tu racontes, on peut croire que c'est de la chance, le bon moment, etc. Mais là, dans tout ce que tu illustres, il y a aussi beaucoup de travail, hein. Oui. Il y a de la prise de risque, du travail. Donc, c'est ce que tu illustres là encore une fois en faisant ces démarchages magasin par magasin. Et oui, puis C'est à du cette boulot, quoi. époque Ouais. encore, c'est Vanessa et moi qui faisons les Vous êtes tous les deux. démarchages. C'est-à-dire que moi, je prenais ma voiture, j'allais voir un magasin, j'essayais de convaincre le chef de rayon qu'il fallait tester nos produits. Et magasin par magasin, j'en ai fait énormément. C'est-à-dire qu'en 6 mois, moi, j'ai visité en l'espace d'un an, là, un peu moins d'un an,
pas loin de 1000 magasins, Mhm. parce qu'on n'a fait que ça. On s'est dit, on arrive dans la grande distribution, on le fait correctement, et on décide de référencer les magasins en direct, et on utilisait en fait notre force opérationnelle événementielle pour les magasins, parce qu'on engageait les magasins en leur disant, passe-nous une palette et on t'offre une animation en magasin. Ok. C'est l'animation qu'on propose normalement à Porsche à 3 000 € la journée. Là, on le fait gratuit pour toi si tu nous passes une palette de produits Il y avait nuages. un peu de donnant-donnant et ça permet C'était d'aller vite. donnant-donnant. Le magasin, lui, ça lui faisait une Mhm. animation. Nous, ça nous permettait de pousser nos produits, de faire goûter nos produits, parce que parfois, dans le sachet, on peut se poser des questions. On C'est le voit quoi? pas le produit. On Ouais, le c'est voit ça, ouais. pas. Et donc ça, c'est une volonté aussi de nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le produit, parce qu'on a un produit assez fragile et Dès qu'il est exposé à la lumière. dès qu'il est exposé à la lumière, peut se détériorer, etc. Ces produits-là, depuis tout à l'heure, tu en parles, tu les regardes. Alors, il y a des gens qui vont nous écouter, puis des gens qui vont nous regarder. Donc, n'hésite pas, on va faire un petit moment télé-shopping. Tu les montres Avec un petit plaisir. coup, les sachets, ouais, qui sont Donc, super jolis en plus. Donc ça, c'est la marque Nuage. Donc c'est la marque de barbe à papa sans sucre avec plein de saveurs différentes. Là, on a Passion, la macchiato vanille. Celui qui fonctionne le plus en France, c'est Donuts framboise parce Ok. qu'il a le côté barbe à papa qu'on pourrait reconnaître de la fête foraine avec son couleur rose et son goût très gourmand, très donuts. Et ça, c'est le deuxième produit qui fonctionne le mieux. C'est la barbe à papa crème brûlée, où là, on a un côté caramel qui est juste incroyable. Mais ça, c'est vraiment les 4 produits qui fonctionnent le plus en magasin. On a sorti récemment celui-ci qui est Macchiato Vanille, qui est issu d'une réflexion au départ avec Columbus, puisqu'on on va très prochainement rentrer chez Columbus en France. Ok. Et donc l'idée, c'était de développer une saveur un peu caféinée et qui commence à vraiment bien fonctionner, qui a des belles rotations en magasin. Avec en plus tous les produits en Nutri-Score A, justement, Exactement, donc on peut par retrouver rapport sur à tous nos l'ingrédient. produits un Nutri-Score A. Et pour ceux qui connaissent l'application Yuka, qui est une application conso qu'on peut retrouver sur son téléphone, on est noté plus de 90 sur 100. Ok. Il y a moins de 5% des produits sur Yuka qui sont notés plus de 90 sur 100. Donc on est la première confiserie d'ailleurs en France à être notée plus de 90 sur 100 sur Yuka. Donc bon, on en est content. Ok. On va sauter du coq à l'âne. Le principe de l'émission, là, c'est qu'on évoque aussi l'intelligence artificielle. En tant que jeune entrepreneur, quelle est ta vision, toi, dans ton secteur, l'agroalimentaire, de la place de l'IA? Est-ce que l'IA a une place Alors l'IA dans le secteur de l'agroalimentaire, c'est assez spécifique parce qu'il y en a peu qui l'utilisent. Et l'IA est... Nous, on a 2 applications sur l'IA. La première chose, c'est la partie bureautique qui vient traiter des choses beaucoup plus faciles. Aujourd'hui, nous, on a implémenté l'IA parce que, voilà, toujours dans le processus de vouloir monter une entreprise un peu différente, on a décidé d'enlever tous les anciens codes qu'il y avait dans Ok. l'agroalimentaire, Ouais. l'agroalimentaire, c'est un vieux secteur qui est ancré dans des positions qui sont parfois un peu vieillissantes. Et c'est pour ça qu'il y a peu de place dans l'IA, parce que c'est souvent des process très longs, c'est souvent des process industriels où il est compliqué de venir changer les choses. Nous, on a 2 applications. La première application, c'est sur du traitement bureautique, traitement comptable, traitement mail, traitement d'informations entre les équipes. Donc, je vais un peu plus loin. Nous, on est en train d'implémenter un ERP Ok. qui est boosté par IA et qui vient faciliter en fait des traitements comptables notamment parce qu'aujourd'hui plus on grossit, plus il y a de tickets, plus il faut les justificatifs, etc. Donc c'est la première application des traitements comptables mail avec des traitements automatiques Mhm. de spam, des traitements automatiques. Il y a cet effet d'aubaine par rapport à l'époque de pouvoir l'intégrer dès la construction des process. Exactement. C'est-à-dire Et qu'on peut ça c'est génial parce que nous on n'est pas obligé de tout retravailler. En fait on construit en même temps avec l'IA. Donc ça va être une de nos forces, je pense, dans les prochaines années. C'est-à-dire que dès le départ, on a implémenté des outils qui nous permettent de nous faciliter la vie, déjà à nous et aux équipes. Aujourd'hui, on a des comptes rendus. À l'époque, on faisait des grandes réunions où les réunions duraient 1 heure et demie, puis il y avait quelqu'un qui écrivait, qui rendait un compte rendu. Nous, aujourd'hui, les réunions, c'est 30 minutes. On a une application IA qui nous fait le compte rendu automatiquement. Une fois qu'on a coupé la visio ou coupé la réunion, on a un envoi automatique à toutes les équipes. Dans l'heure, il y a la réunion qui est faite, le compte-rendu qui est donné, les objectifs et les missions. Et tout le monde au même niveau d'information. Et tout le monde, Voilà, il n'y a pas de silo sur l'information. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de faire d'accompagnement au changement, puisque dès le départ, Ils tous ont les été salariés formés sont à ça. dans cette Et trajectoire. encore plus, c'est des jeunes. Donc en fait,
eux, ils vont pouvoir se resservir et réutiliser en fait les éléments puisqu'ils viennent d'arriver sur le marché du travail. Donc ils voient dès le départ en fait une organisation qui intègre Mhm. les nouveaux outils et notamment l'intelligence artificielle. Et est-ce que tu as le sentiment que le fait de déléguer certaines tâches, comme celle-ci, la prise de compte rendu, etc., ça vous crée des moments d'interaction entre vous, entre équipes, un peu plus à valeur ajoutée, plus humain, Qualitatif. qualitatif, ouais. Bah, en fait, on essaie le plus possible de rendre fonctionnel et très opérationnel tout ce qu'on va se dire. J'ai horreur des réunions qui vont durer 2 heures pour rien se dire, pour qu'à la fin, en fait, on n'ait aucun objectif, Mhm. on ne sache pas sur quoi travailler. Et donc, on essaie de réduire au maximum les emprises non fonctionnelles. Donc, en fait, dès qu'on va prendre un slot de 15, 20 ou 30 minutes avec un membre de l'équipe ou une équipe, on essaie d'être le plus fonctionnel et tout ce qui va être détail opérationnel à peu de valeur ajoutée, tout ça va être traité soit par une IA, soit par quelque chose de différent, un process différent qui va être déterminé soit par le RP, Mhm. soit par les outils et qui vont permettre de faciliter en fait le quotidien et d'aller beaucoup plus vite parce qu'on est sur un secteur d'activité sur lequel on a besoin d'aller vite pour installer une marque notamment. Et donc là, on est sur la partie un peu organisationnelle, bureautique, on va dire, administrative. Est-ce que tu penses que l'IA peut avoir un rôle pour réinventer des produits traditionnels aussi? Et quel pourrait être son rôle? Alors c'est la deuxième partie de l'IA que j'imaginais et qu'on est en train d'implémenter et qui est un peu plus compliqué, mais sur des enjeux industriels. Aujourd'hui, l'IA, je ne suis pas sûr qu'elle soit intéressante à fonctionner toute seule, dans le sens développement un produit qui va marcher, qui va fonctionner en Ce serait trop GMS dans le simple. rayon. Ça serait beaucoup trop simple et c'est évident que ça marche pas. Si aujourd'hui on a des chefs de produits et des ingénieurs, c'est quand même pas pour rien, même si les petites mains peuvent être remplacées, on remplacera pas la créativité humaine, la perception du marché qu'on peut avoir vis-à-vis de tel ou tel produit. Par contre, là où ça peut aider, c'est sur les enjeux industriels qui permettront le passage à l'échelle de ce produit. Nous, on est notamment en train de l'intégrer dans les machines qu'on est en train de développer pour rendre beaucoup plus rapide, ergonomique et fonctionnel la fabrication de nos produits, où là on vient avec des bureaux d'études travailler un système IA de reconnaissance, soit des visions, soit des pesages, enfin Ok. y a tout un tas d'outils IA qui peuvent être intégrés dans des machines qui permettent soit d'accélérer la cadence, soit de rendre plus qualitatif un produit par des Des micro-réflexions, des ajustements, ajustements, ok. etc. Et c'est comme ça que je vois l'utilisation de l'IA dans l'industrie agroalimentaire. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on est en train d'implémenter notre première usine. Euh, mais c'est des changements qui, encore une fois, qui sont faciles pour nous parce qu'ils sont implémentés dès le départ. Il y a des industries agroalimentaires qui ne peuvent pas se permettre de couper des lignes et donc qui ont moins de flexibilité à intégrer l'IA dans leur processus industriel, alors que ça les aiderait beaucoup. Il y a un exemple qui fonctionne bien, alors c'est pas de l'agroalimentaire, mais c'est Amazon, c'est-à-dire que dès le départ, ils ont su continuer à avoir le volume tout en essayant d'implémenter des solutions. Il y a beaucoup d'IA prédictive hein, dans Amazon. Mhm. Exactement. Et aujourd'hui, il y a peu enfin, en tout cas là comme ça, j'en ai pas qui me vient en tête. Il y a peu d'industries agroalimentaires qui ont réussi à intégrer l'IA, même si ça fait partie des prochains enjeux, puisque aujourd'hui, intégrer l'intelligence artificielle et des machines, ça va être nécessaire pour toute industrie, et notamment l'agroalimentaire. Mais je crois effectivement très peu au développement de produits via l'intelligence artificielle. Je pense qu'on a des chefs de produits aujourd'hui qui sont hyper compétents et qu'on pourra pour l'instant pas remplacer par l'intelligence artificielle. Un sujet à challenger peut-être, en tout cas. Est-ce que tu fais une veille justement active sur les nouvelles technologies? Parce que là, tu as l'air informé de ce qui se fait. Est-ce que toi ou quelqu'un d'autre est chargé de ça? On n'a pas le choix. Après, c'est dans le développement, dans le cours des choses. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez curieux, Vanessa aussi. On est très curieux de plein de choses. On se désintéresse vite d'un sujet en particulier. Donc, on a besoin, en fait, déjà dans le développement de la société et du groupe, d'avoir une veille constante sur les tendances, le marché, les nouveaux outils, etc. Et toujours dans l'optique de pouvoir développer une société différente, de pouvoir faire qu'on soit plus rapide, meilleur en exécution, en opérationnel, etc.
Donc on a toujours cette veille qui est constante et c'est un besoin nécessaire pour le développement. Donc euh, on a souvent plein d'idées, il y en a très peu qu'on met en exécution parce que manque de temps, manque parfois d'exécution en tant Mhm. que tel. Mais effectivement, la veille, c'est hyper important et c'est nécessaire, je pense, pour toute entreprise et tout secteur d'activité. La curiosité, la veille. Même l'artisanat, il y a Mhm. des métiers de l'artisanat sur lesquels il y a besoin d'aller chercher des outils différents pour se mettre en lumière Mhm. par rapport à la concurrence. Puis on le sent de toute façon dans le parcours, hein, le besoin de se challenger toujours, de chercher l'idée qui permettra d'aller plus loin aussi. Donc On dit souvent que les entrepreneurs s'arrêtent quand ils arrêtent d'avoir des idées. C'est-à-dire que euh, toutes les boîtes qui arrêtent d'avoir des idées parce qu'on se repose sur leur laurier, parce que ça Mhm. fonctionne, parce qu'on n'a plus besoin de rien faire, on laisse en automatique, etc. C'est le premier, enfin, c'est le premier pas vers la fin, quoi. C'est-à-dire que une entreprise a besoin d'innover, a besoin de piloter, de pivoter, d'avoir la conduite du changement. On entend beaucoup conduite du changement, etc. Mais parce que c'est nécessaire pour les entreprises. C'est un mot assez barbant qui est très corporate, j'ai envie de dire. Mais c'est quand même nécessaire. C'est-à-dire pour qu'une société vit et continue de tenir en haleine son marché, ses clients, elle a besoin de trouver des choses qui diffèrent, sur lesquelles qui va piquer la curiosité de sa clientèle, parce que c'est nouveau, et encore plus dans la GMS, parce que les distributeurs, ça fait 40 ans qu'ils voient des pseudo-nouveaux produits qui ne fonctionnent pas. Et donc, il faut leur prouver que ça fonctionne, il faut prouver que c'est innovant, et il faut prouver que ça va en ligne avec leurs valeurs. Mhm. Du coup, pour faire écho à ça, vous avez l'ambition d'un chiffre d'affaires à 7 millions d'euros. C'est quoi le plan? Bah, très simple, là cette année, donc on a une croissance assez importante. On fait 200 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière pour notre première année d'activité. Cette année, on va faire un peu plus de 2 millions d'euros. Donc Mhm. on a fait x10 en un an. Et aujourd'hui, on a la confiance des distributeurs. On a eu la chance de rentrer en exclusivité au national chez Carrefour. Donc au mois cet été. Donc maintenant, on est présent chez Carrefour avec le produit. Pour donner un peu une anecdote, c'était pas arrivé depuis 10 ans qu'une marque qui est nouvelle sur le marché de la grande distribution Mhm. signe au national. En moins d'un an, ouais. En moyenne, il faut 3 4 ans pour qu'un produit signe en direct, puis rentre en région, puis dans une autre région. Et une fois qu'ils ont fait un test dans 2 3 4 régions de la France, on se dit ok, ça Mhm. marche, on fait au national. Nous, on est passé de 100 magasins à 5000. Donc on a eu... c'était pas arrivé depuis 10 ans. Les derniers, c'était Michel Augustin en 2008. Ok. Et donc, on a eu la chance, on a la confiance des distributeurs, on a cette chance, on a des produits qui ont une belle rotation en magasin grâce à nos clients parce qu'on essaie encore une fois, de véhiculer cette image de jeune qui produit en France, qui a des produits qualitatifs. Et du coup, je rebondis, mais comment vous allez faire pour maintenir vos valeurs avec ce passage à l'échelle Bah, en fait, on essaie de rester simple sur tout point. C'est-à-dire, dans l'approche de nos produits, on n'est pas en train de réinventer l'eau chaude, hein. On est simplement en train d'essayer de faire que ce monde de la confiserie soit un peu meilleur, avec des valeurs qui sont fortes, comme le fabriquer en France, puisqu'on y tient. Redorer l'image de cette jeunesse qui est parfois mise à mal parce qu'on a un environnement social compliqué, on a un ascenseur social qui fonctionne plus, etc. Donc c'est essayer de redonner au fait aussi cette image d'avoir une boîte qui fonctionne, Mhm. de faire travailler des jeunes, de faire travailler la France, de faire de notre production une entreprise française. Et donc, c'est toutes ces valeurs qu'on essaie d'inculquer au fur et à mesure, même si on grossit. En continuant à grossir? En continuant à grossir, c'est de continuer à développer des produits dans une ambiance cool, fun, et qui travaille, parce que c'est quand même l'objectif. Et pour rebondir sur l'enjeu de chiffre d'affaires, cette année, on fait x10, on a confiance des distributeurs, on sait d'ores et déjà qu'il sera reconduit l'année prochaine. Euh, on a été appelé par d'autres distributeurs qui veulent, sans même faire de tests, nous signer au national. Ok. Euh, je pense notamment à Intermarché, avec qui on a déjà débuté les échanges pour un référencement national pour l'année prochaine. Donc on arrive à avoir une visibilité plutôt claire de l'atterrissage chiffre d'affaires l'année prochaine. On fait souvent des prévisionnels, mais Mhm. qui en fait sont compliqués à maîtriser parce qu'on n'a pas de visibilité. Nous, on a la chance de travailler avec des gros clients qui s'engagent déjà sur des volumes déjà importants. Donc on vise effectivement entre 6,5 millions et 7 millions de chiffre d'affaires l'année prochaine. Qui est quasiment en fait déjà assuré par nos distributeurs. Et puis on sait déjà qu'on arrive avec un deuxième produit
qui sera lui aussi référencé au national, notamment pour Carrefour, et on l'espère. Puisque du coup on arrive avec 2 produits, donc 2 fois plus de volume, donc 2 fois plus de chiffre d'affaires. Si on estime que cette année on fait 2 millions avec Nuage sur une moitié de l'année, puisqu'on est rentré chez Carrefour cet été, ça veut dire qu'on fait au moins le double sur Nuage l'année prochaine. Et puis on a notre deuxième produit qui arrive sur le marché bientôt, ouais. au mois de février. Quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur aujourd'hui là, qui a 21 ans, qui veut lancer sa boîte dans l'agroalimentaire en plus, bien spécifiquement? De tester plein de choses. Bon, c'est un truc qu'on entend souvent, il faut aller au bout des choses, il faut tester, mais en fait, il n'y a pas de meilleure école que l'échec. On en parlait tout à l'heure, on voit l'échec par un gros mot. Moi, je pense que l'échec, c'est plutôt le départ pour recommencer quelque chose. Donc, il faut tester. Il faut aller au bout, il faut parfois prendre un peu de risques, mesurer, parce qu'il y a des risques non mesurés qui peuvent être dangereux. Mais le seul conseil que je donnerais, c'est d'y aller et à fond, sans réfléchir. Nous, quand on a démarré, tout le monde nous disait que c'était une mauvaise idée. Tout le monde nous disait qu'il ne fallait pas faire ça. Les banques ne voulaient pas de nous, les incubateurs ne voulaient pas de nous incuber, les accélérateurs ne voulaient pas de nous accompagner. Allez-y, à fond, mettez du temps, du travail, de manière infinie, et le marché vous répondra ou vous répondra pas. Nous, les premiers essais, le marché ne nous a pas du tout répondu, et c'était un échec. Aujourd'hui, on a un marché qui nous répond, et il faut garder ensuite en haleine via du travail, via de l'innovation. Mais le seul conseil, c'est de faire les choses à fond, sans se préoccuper de ce qui peut se dire, se faire ou s'entendre. Où est-ce qu'on peut suivre votre actualité? Sur notre site internet, sur nos réseaux, on est présent sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn. Moi, je communique beaucoup sur LinkedIn et TikTok un peu, et dans quelques temps à la télévision, puisqu'il y a un enjeu médiatique qui nous attend sur le mois de février. Bon, on n'en dit pas plus. Si tu devais donner un nom à cet échange, parce que c'est trop énorme ce qui se passe pour vous, quel nom tu lui donnerais? Prends le cours, là. Il y a un mot qui en tant que tel, alors on a beaucoup utilisé le mot entreprendre pour la vision très entrepreneur, qui peut parfois dériver sur vendeur de formation qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais le mot entreprendre, il est fort aussi parce qu'on entreprend tous quelque chose dans la vie. On n'a pas besoin d'être un entrepreneur pour entreprendre, c'est-à-dire que tout le monde a une mission, tout le monde doit entreprendre quelque chose, on entreprend sa journée, on entreprend une partie de sa vie, on prend des décisions qui sont parfois pas faciles. Donc le mot entreprendre, je le trouve fort et je trouve qu'il a un grand intérêt pour tout le monde parce que on doit tous continuer de vivre en se rattachant à une mission. Peu importe la mission, c'est de faire une bonne action, c'est d'entreprendre une relation, c'est d'entreprendre et de prendre des risques sur un nouveau métier, un nouveau poste. On entreprend tous quelque chose dans la vie et donc j'aime beaucoup ce mot et je pense qu'on a tous quelque chose à faire et à avoir à entreprendre. En tout cas, vous avez entrepris, c'est sûr, on l'a vu dans le parcours que tu as décrit. Merci pour l'échange, c'était vraiment très très intéressant et voilà, merci beaucoup. Merci à toi Rémi, à bientôt. Au revoir.